Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle chronique de Julien de Rubempré. Julien, bonjour. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes journaliste, fondateur du Nouveau Cénacle et chaque mois, vous chroniquez une série d'ouvrages pour nos auditeurs sous l'angle d'une thématique particulière. Et ce mois-ci, vous avez décidé de nous parler des femmes dans l'histoire. Oui, tout à fait. Comme vous le savez, Jean Ferrat chantait « La femme est l'avenir de l'homme », mais la femme peut aussi incarner l'histoire des hommes. Donc c'est à travers la figure d'une sainte et aussi d'une femme proche du pouvoir, et ainsi que les différentes figures des mères, montrer les différents visages de la grâce féminine et aussi leur impact à travers l'histoire dans différents domaines religieux, politiques, culturels et éducatif. Alors vous avez sélectionné 3 ouvrages de figures féminines, Sainte Marthe de Béthanie, un ouvrage paru chez Artege, Diane de Poitiers chez Perrin, et un dernier ouvrage consacré aux grands hommes et à leur mère, paru chez Odile Jacob. Mais commençons donc par cette sainte des évangiles, Sainte Marthe de Béthanie, Le pouvoir de l'amour. C'est un livre écrit par Olivier Joachim, donc chez Artege. Oui, tout à fait. Donc c'est un récit plus qu'une histoire, mais ça reste un livre très très accessible et très documenté. Donc pour présenter tout simplement un peu brièvement l'auteur, donc il est natif d'Avignon. Donc vous allez comprendre très vite la corrélation avec la région. Il est prof de physique à Saint-Louis. Donc il a dédié ce livre à René Girard, qui est aussi originaire de cette région et qui admirait vraiment cette sainte. Alors, pour présenter brièvement l'histoire de Sainte Marthe, c'est Simon le Zélote, que vous connaissez à travers le Nouveau Testament, qui leur a présenté Jésus. Elle est la sœur de Lazare, qui, toujours selon les évangiles, a été ressuscité grâce à Jésus. Et donc c'est une famille très vite inquiétée par leur proximité avec Jésus, et très proche aussi de Claudia Procula, qui est la femme de Ponce Pilate, qui était le représentant de l'empereur Tibère en Palestine. Et cette Claudia Procula était originaire de la région narbonnaise. Et c'est elle qui aurait permis de faire fuir cette famille vers Marseille, qui a été la province d'entrée vers Narbonne. Alors dès lors, la figure de Sainte Marthe entre dans la légende provençale. Oui, parce que c'est selon la légende provençale qu'elle aurait vaincu le Tarasque, qui était cette bête qui hantait les marécages du Tarascon. D'ailleurs, une collégiale royale a été édifiée à l'emplacement de son tombeau. Et il faut savoir aussi que Sainte Marthe, c'est une figure médiévale, parce qu'elle incarne l'hospitalité, parce qu'elle a accueilli Jésus chez elle. Et l'hospitalité était une vertu cardinale au Moyen-Âge. Alors, Olivier Joachim, montre bien que aucun d'entre eux, je cite l'auteur bien sûr, n'avait alors la moindre idée du rôle qu'il jouerait dans l'histoire, mais comme tant d'autres autour du bassin méditerranéen, il témoignerait de l'amour possible entre les hommes et de l'espoir de construire un monde juste et harmonieux. Alors que retenez-vous de cette lecture, Julien ? À travers cette lecture, j'ai pu mesurer l'incroyable réseau routier, fluvial, maritime et culturel de l'Empire romain qui a permis la venue des premiers chrétiens donc en Gaule, en Europe quoi. Et c'était la conclusion que j'avais tirée de l'ouvrage SPQR qui était paru chez Perrin et sur lequel j'avais tenu une chronique il y a quelques semaines. Mary Bird. Exactement. Et aussi également dans un deuxième temps, j'ai retenu cette histoire d'une sainte qui a évangélisé la Basse-Provence, qui a été le témoin de ces hommes et de ces femmes qui ne mesuraient pas, toujours selon l'auteur, la portée de leurs actes et du rôle qu'ils tiendraient avec les premiers chrétiens dans l'histoire de l'humanité. C'est une préfiguration en fait ou plutôt une réalité de l'universalisme chrétien. Alors deuxième livre, celui de Didier Le Fur, consacré à Diane de Poitiers, un ouvrage paru chez Perrin. Nos auditeurs connaissent très bien Didier Le Fur, je l'ai reçu à ce micro pour évoquer la figure de François Ier. Didier est un grand spécialiste de la Renaissance et cette fois il s'est attaqué à un personnage au centre de toutes les passions. Oui, d'ailleurs, dans le Figaro littéraire du 23 février 2017, Jean-Marc Bastière s'interrogeait en ces termes. « La curiosité semble la chose la moins partagée. Pourquoi depuis 450 ans la passion élude-t-elle les faits lorsqu'on évoque une icône comme Diane de Poitiers ?»
C'est similaire avec le constat de Le Fur qui, dans son intro, écrit, lui, « De ces 66 ans de vie, nous ne savons presque rien, sinon les grands moments, et encore, de façon très imprécise. Quant aux autres, ils se supposent, se suggèrent. » Alors, qui est Diane de Poitiers, Julien ? C'est une excellente question. On sait qu'elle est née en 1500 au Dauphiné, qu'elle est morte en 1566. On sait aussi qu'elle a une relation plus ou moins floue avec François Ier, qu'elle a été évidemment la favorite de Henri II, qu'elle a reçu la propriété royale de Chenonceau en 1547, qu'elle a plutôt su faire prospérer ses biens ainsi que sa fortune. Mais il y a eu une légende noire et, si j'ose dire, une légende rose, parce qu'il y a eu beaucoup de constructions sur sa personne, beaucoup de mythes autour de sa fortune. Et justement, avec un certain talent, Didier Le Fur nous fait un livre d'histoire pour montrer qu'il n'est pas possible de tout savoir de son sujet. Donc il y a de fait une certaine humilité de l'historien qui montre d'une part la vie légendaire de Diane de Poitiers avant de faire son enquête historique. Alors ce livre vous a touché, vous Julien, homme de lettres, parce que vous êtes avant tout un homme de lettres, parce que nous sommes dans un monde littéraire aussi, il faut le rappeler. Oui, tout à fait, et Didier Le Fur montre une histoire par les poésies, notamment en citant Clément Marot, donc qui a pu approcher Diane de Poitiers et qui en a tiré ces magnifiques vers que je vais essayer de vous lire. « Ne vante plus, ô Rome, ta Lucrèce, cessez Tibétain pour Corinne combattre, terre te faut de Pénélope, ô Grèce, et encore moins pour Hélène débattre, et toi, Égypte, ôte ta Cléopâtre, la France seule a tout cela en mieux, en quoi Diane a l'un des plus beaux lieux, soit en vertu, beauté, faveur et race, car si cela elle n'avait des cieux, d'un si grand roi n'eût mérité la grâce. » Alors, il présente aussi la correspondance. Elle est aussi présente, si vous voulez, Diane de Poitiers, dans la correspondance des autres, parce que on découvre, on suppose que sa correspondance, ses lettres, la plupart ont été détruites à sa mort, pour justement que ne subsiste rien d'elle. Donc on la voit à travers notamment la correspondance du duc de Guise. Donc elle a été calomniée, Diane de Poitiers, par la très jalouse Catherine de Médicis, et aussi après la mort d'Henri II, parce que tout le monde se demandait où est passé l'argent du roi. Donc Jean Bodin ou de Bèze, donc sont de grandes figures intellectuelles du XVIe siècle, ont participé à cette cabale qui a duré jusqu'au XIXe siècle. Donc il y a un brillant travail des sources chez Didier Le Fur qui m'a particulièrement impressionné. Et il montre en creux l'importance des femmes aussi à la cour, que ce soit au niveau des décisions politiques. Et aussi, il faut noter dans ce qui est la quintessence de l'élégance qu'on retrouvera dans la tradition galante de, évidemment, la fameuse princesse de Clèves. Alors, dernier ouvrage, celui de Sabine Melchior Bonnet, Les grands hommes et leurs mères, un ouvrage paru chez Odile Jacob. Alors, on parle toujours des femmes dans l'ombre qui permettent à leurs époux de devenir des grands hommes, mais on parle rarement ou assez rarement de leur mère, et c'est l'objectif que s'est donné Sabine Melchior Bonnet dans un exercice comparatif en quelque sorte à travers cet ouvrage. Oui, et dès l'introduction, elle se demande « Ce cordon ombilical, intime et fondateur, parfois si difficile à rompre, a-t-il une histoire ?» Eh bien, on apprend évidemment que oui à travers l'ouvrage. Je ne vous cache pas un tout petit bémol sur ce livre qui verse parfois un peu dans ce qu'on pourrait appeler le psychologisme de la presse féminine. Et là, je mets des guillemets et je prends plein de précautions oratoires, mais il y a parfois cet écueil qui n'est pas évité, j'ai envie de dire, surtout dans la deuxième partie, comme je vais l'évoquer, mais ça reste un livre très intéressant, on apprend beaucoup de choses et qui est très au fait de l'actualité historiographique. Et on découvre surtout que la figure de la mère a changé. Et l'auteur montre bien qu'au XVIIe, une mère elle le dit elle-même, n'était pas forcément une mère tendre. Il fallait qu'elle soit vertueuse et chrétienne et qu'elle transmette de bonnes valeurs. La tâche, je cite de nouveau l'auteur, la tâche première d'une mère chrétienne consiste à apprendre à son fils les bonnes mœurs, non à le cajoler. On est très loin de la conception maternelle d'aujourd'hui. Alors Sabine Melchior Bonnet est historienne, elle est spécialiste de l'histoire des sensibilités, et c'est peut-être ces sensibilités qui vous retiennent dans votre propos. Quels sont les exemples
en tous les cas les personnages qu'elle retient, les couples qu'elle retient? Alors il y en a évidemment plusieurs. Elle revient sur Agrippine et Néron, Agrippine que l'historiographie réhabilite à présent, Saint Augustin et sa mère, Sainte Monique. Saint Augustin disait « Elle aimait m'avoir auprès d'elle comme toutes les mères, mais beaucoup plus encore que bien des mères ». Louise de Savoie et François Ier, Louis XIII et l'incommodante Marie de Médicis, Anne d'Autriche et Louis XIV, Napoléon et Madame Mère, Staline et sa mère, Hitler et sa mère, Churchill et enfin Jean-Paul Sartre. Alors vous avez, vous êtes, Julien, arrêté naturellement sur le 19e siècle que vous connaissez si bien. Oui, j'ai été étonné parce que le chapitre s'intitule Soupçons et elle montre que le siècle du romantisme n'envisage guère l'existence de la mauvaise mère. Jusqu'à Jules Vallès, qui a publié une autobiographie qui s'appelle L'Enfant, qui a été un véritable choc dans l'opinion, parce qu'on découvrait les violences faites aux enfants à travers cet ouvrage pour la première fois. Et c'est quelque chose qu'on retrouvera par exemple avec Poil de carotte de Jules Renard. Et là, on voit un basculement au niveau du regard posé sur la mère. Et Jules Renard disait lui-même dans son journal qu'il ne pensait à sa mère qu'avec terreur. Donc, à travers ce livre, donc qui est très riche, très dense et très sourcé encore une fois, que la figure maternelle aimante est évidemment capitale et imprègne toute la littérature. On aura pu aussi parler de Proust, Albert Cohen, Camus, Romain Gary. Mais elle ne verse pas dans le cliché. J'ai peut-être été un peu dur en introduction, parce que elle apprend aussi que les mères enseignaient à gouverner à ces grands hommes. Et il y a un versant sombre aussi qui est abordé avec beaucoup de franchise sur les violences physiques ou psychologiques qui ont pu avoir lieu et qui ont été déterminantes aussi dans ces vies. Nous arrivons peu à peu au terme de cette émission. Pardon, Julien, quelle synthèse faites-vous de ces trois lectures ? Alors, il y a d'abord eu une sainte qui a fui la terre du Christ pour évangéliser cette basse Provence, comme tant d'autres premiers chrétiens bientôt promis aux martyrs. Il y a une favorite d'un roi qui a marqué ses contemporains et l'histoire des arts, qui a été occultée aussi par une légende noire. Et il y a les mères des grands hommes qui ont enseigné le sens de l'État, du raffinement, l'éducation, jusqu'à cette fameuse ère du soupçon dont parle l'auteur. J'assume de dire que ça tranche avec une certaine vulgate féministe qui cherche à dénigrer la place des femmes dans l'histoire, alors qu'elle est tout à fait prépondérante, et comme je l'ai montré dans tous les domaines et dans tous les milieux, qu'ils soient religieux, politiques, culturels ou éducatifs. Et enfin, je vais finir par une très belle citation de Albert Camus, qui dit « En ce moment, on lance des bombes dans les tramways d'Alger. Ma mère peut se trouver dans les tramways d'Alger. Si c'est cela la justice, je préfère ma mère. » Eh bien, merci beaucoup, Julien. Je permets de renvoyer nos auditeurs à l'émission aussi sur Agrippine avec Virginie Giraud, donc qui parle amplement, bien évidemment, de sa relation avec son fils Néron. Et nous ferons prochainement une émission, toujours avec Virginie Giraud, sur la place de la femme dans la Rome antique. Donc Les grands hommes et leur mère, paru chez Odile Jacob, Sainte-Marthe, paru Le pouvoir de l'amour, paru chez Artege, et enfin Diane de Poitiers, paru chez Perrin. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, et à très bientôt pour une nouvelle édition des Chroniques de Julien de Rubempré.